Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 4 décembre. La Vendée, championne de France du tri des déchets. En 2014, près de 80 kg d'emballage et de verre ont été triés par personne. Et depuis quelques années, les entreprises surfent sur la vague du recyclage. Exemple à l'île d'Elle, avec une entreprise qui transforme nos déchets en boîte à œufs. Il s'appelle Loïc, il a 20 ans et il est atteint de la myopathie de Duchenne, une maladie qui le conduit peu à peu à la paralysie. Ce Vendéen plein de courage nous a parlé de son quotidien à l'occasion du Téléthon qui a lieu ce week-end. Et puis à l'occasion de ce vendredi 4 décembre, jour de la Sainte Barbe, la sainte patronne des sapeurs-pompiers, nous irons à la rencontre d'un ancien soldat du feu qui collectionne des objets en lien avec les pompiers. Sa collection est impressionnante et elle recèle de vrais trésors. Et dans le cadre donc de la COP 21, on débute ce journal avec l'environnement et la Vendée est championne de France du tri de déchets. En 2014, près de 80 kg d'emballage de verre ont été triés par personne dans notre département et les entreprises aussi s'y mettent depuis plusieurs années déjà. Résultat, celles qui ont fait du recyclage leur activité principale tirent leur épingle du jeu. C'est le cas de Huhtamaki, une entreprise qui transforme nos déchets en boîte à œufs notamment. Ce groupe compte 11 entreprises de recyclage dans le monde, dont une en Vendée, à l'île d'Elle. Reportage Pierre Dalicieux. 74 kilos de déchets triés par Vendéens en 2014. Un très bon score qui place le département en tête pour le tri et le recyclage des emballages et du verre, selon Éco-Emballage. Le résultat d'efforts quotidiens chez Trivalis, le syndicat mixte départemental du traitement des déchets. C'est une excellente nouvelle. Je crois que tout ça, c'est vraiment le résultat d'une abnégation et d'un service que les Vendéens ont tous compris qu'il fallait trier pour défendre son environnement. Chez Huhtamaki, le papier, l'emballage carton, bref, une partie de ce qu'on trie devient la matière première. Ici, 200 tonnes de vieux journaux usagés, mais qui, ne vous y trompez pas, ont bien un coût pour cette société. Ces prix de papier sont sujets à des prix de marché et à des cours nationaux, européens, voire mondiaux. La demande en vieux papier est en forte progression. Il y a un marché mondial du vieux papier. C'est ici que tout commence. Une fois transformés en pâte à papier, ces journaux, ces emballages, 28 000 tonnes chaque année, produisent 600 millions de porte-gobelets ou boîtes à œufs, vendus sur tout l'Hexagone. Cette boîte-là aura été produite assez vite. Il se passe à peine 40 minutes entre le début du process, là où on recycle le vieux papier, et la création de ce produit fini, une boîte à œufs, que vous allez retrouver dans la plupart des supermarchés français. Une production vertueuse, ici on recycle à 100%, mais qui a un impact sur l'environnement comme toute industrie. Alors chez Huhtamaki, on tend à réduire cet impact, notamment par la gestion de l'eau, indispensable à la production. Comme vous pouvez le constater, à cette étape, il y a beaucoup d'eau. En effet, dans le bac, nous avons 99% d'eau et 1% de fibres. L'eau passe à travers les moules et surtout est recyclée à l'intérieur de notre process. 97% de l'eau reste en interne. On est quasiment en cycle fermé. Pourquoi? Ça nous évite de consommer et de rejeter trop d'eau et surtout ça nous permet de garder les calories de cette eau pour ne pas consommer trop d'énergie. C'est primordial pour nous, pour la gestion des coûts et de notre impact environnemental. Huhtamaki est implanté un peu partout dans le monde, 67 usines en tout, dont 11 qui recyclent, comme ici, 250 000 tonnes de déchets par an. Et puis dans le cadre de la COP 21, l'océan s'est invité cette année au cœur des débats et négociations. Les associations ont d'ailleurs salué cette initiative. La protection des mers est devenue un enjeu majeur. Et hasard du calendrier ou non, les professionnels du milieu marin sont aussi à Paris en ce moment. Le Salon Nautique 2015 a ouvert ses portes ce vendredi pour 9 jours. Et parmi les exposants, évidemment, de nombreuses entreprises des Pays de la Loire sont présentes puisque notre région est au 2e rang français pour la construction de bateaux de plaisance. La Vendée a une forte identité maritime. Elle possède 276 km de littoral et 17 ports. Sur le salon, une quinzaine d'entreprises vendéennes ont donc fait le déplacement, dont notamment Beneteau, leader mondial de la construction de voiliers. Peut-être avez-vous déjà reçu dans votre boîte aux lettres un courrier de RDF vous informant qu'un technicien interviendrait ces prochains jours pour poser un compteur nouvelle génération. Il s'agit du compteur Linky, à destination des particuliers dont le déploiement sur toute la France a débuté le 1er décembre. En Vendée, le tout premier boîtier vient tout juste d'être posé ce jeudi à Beauvoir-sur-Mer. 25 000 autres vont suivre
s'ouvre pour la première année en Vendée. Le but est de moderniser le réseau et de mieux gérer à l'avenir la production d'énergie. Les pannes pourront également être diagnostiquées et réparées à distance. Un avantage pour le consommateur parmi d'autres, comme l'explique le directeur territorial de RDF Vendée au micro d'Arnaud Barrier. Ce compteur, une fois par jour, va envoyer une information à ERDF sur la consommation. Et là, que vous allumiez votre télé ou autre chose, on ne le saura pas. Ce qui est important, c'est que la donnée, elle appartient au client. Si le client choisit d'avoir sa courbe de charge, alors effectivement, il pourra commencer à supprimer, éteindre un certain nombre d'appareils et de jour en jour, il pourra voir qu'est-ce qu'il consomme. Ce client sera facturé sur une consommation réelle. Aujourd'hui, on est sur une estimation avec ce que ça peut engendrer en plus ou en moins. C'est une estimation. Et demain, facturation réelle, donc il n'y aura plus, en principe, de problématique de facture. Et sachez que la pose de ce compteur n'est pas payant pour le consommateur. On ouvre notre page consacrée aux élections régionales, suite de notre série sur les compétences de la région. Ce vendredi, nous allons parler de tourisme, de sport ou encore de culture. Même si ce ne sont pas des domaines de prédilection de la région, eh bien, elle intervient aux côtés de l'État, des départements ou des communes dans le cadre de ce que l'on appelle des compétences partagées. Explication. Des plages vendéennes au Val-de-Loire, le Conseil régional partage avec les départements la compétence tourisme. Il est chargé de faire la promotion du territoire et des destinations touristiques régionales. La région est également chargée de l'inventaire et de la valorisation du patrimoine. Elle peut financer la restauration de certains édifices. Le Conseil régional facilite également l'accès à la culture. Il finance la construction de salles de spectacle, certains événements culturels comme la Folle Journée ou le Festival de Poupées. Les régions accompagnent également la création artistique, soutiennent les compagnies, les jeunes artistes et favorisent le tournage de films dans la région. Allez, moteur. La région agit aussi pour le sport. Elle aide les clubs, les comités régionaux à développer l'encadrement et l'arbitrage. Elle accompagne aussi les athlètes de haut niveau des Pays de la Loire à travers 28 pôles sportifs et participe au financement d'équipements et de manifestations sportives comme le Mondial Football de Montaigu ou les 24 heures du Mans. Enfin, la région gère les fonds européens. Chaque année, l'Union européenne finance des projets touchant à l'agriculture, l'économie, la formation, l'innovation. Il faut pour cela déposer des dossiers. La région accompagne ces porteurs de projets, verse les fonds pour le compte de l'Europe et veille à la bonne utilisation de l'argent. Alors, nous l'avons vu toute cette semaine, la région intervient dans le quotidien de ses habitants. Mais quel est votre intérêt réel pour ces élections? Vous sentez-vous concerné? Allez-vous voter? Nous sommes allés vous poser ces questions dans les rues de La Roche-sur-Yon. Je n'ai pas encore décidé pour qui j'allais voter ce week-end. J'ai pas d'idée. J'ai aucune idée. Oui, je pense, ouais. Alors non, pas du tout. Tout simplement parce que la politique et moi, je m'intéresse pas trop à la politique, tout simplement de un. Puis de deux, je trouve qu'on n'est pas assez informé. Ah oui, depuis très longtemps déjà. Ah non, je n'ai pas fait mon choix encore. Pas encore, parce que je verrai ça dimanche matin. Et à l'occasion de ces élections régionales, toute l'équipe de TV Vendée est mobilisée ce dimanche pour une émission spéciale à partir de 19h55. Vous pourrez suivre les résultats et les premières réactions sur notre antenne, mais aussi sur notre site internet, puisque depuis ce vendredi, il est désormais possible de regarder nos programmes en direct depuis notre site internet tvvendée.fr. Comme vous le voyez aussi derrière moi, il suffit de cliquer sur l'onglet « Le direct » qui se trouve sur la page d'accueil. On referme maintenant cette page consacrée aux élections régionales pour évoquer le Téléthon 2015. Ce grand marathon télévisuel, je vous le rappelle, sert à récolter des fonds pour notamment faire avancer la recherche sur les maladies rares et neuromusculaires. Parmi elles, la myopathie de Duchenne. 2500 personnes sont affectées en France par cette maladie et elle provoque une dégénérescence progressive de l'ensemble des muscles de l'organisme. À Saint-Christophe-du-Ligneron, Loïc, un jeune homme de 20 ans, est atteint de cette myopathie. Il est en fauteuil roulant depuis ses 9 ans, mais il continue à suivre une scolarité normale. Son souhait, vivre simplement comme tout le monde. Reportage Apolline Laurent. Jouer aux jeux vidéo, chatter avec ses amis, étudier. Loïc est un lycéen comme les autres, à la différence près qu'il se déplace en fauteuil roulant. Atteint de la myopathie de Duchenne, il a perdu l'usage de ses jambes à l'âge de 9 ans.
Pourtant, il continue à vivre normalement et est même scolarisé dans un lycée ordinaire. J'assiste aux cours comme les autres. Puis, pour prendre les cours, j'ai juste un ordinateur portable pour prendre les cours. C'est plus facile plutôt qu'écrire. Mais après, sinon, je suis avec les autres, normal. Et j'ai quelqu'un pour m'aider à sortir les affaires, à m'installer, tout ça, au quotidien au lycée. La maladie n'a pas encore atteint les muscles de ses bras et de ses mains, ce qui lui permet de garder une certaine autonomie. Au lycée, il bénéficie d'un aménagement d'emploi du temps pour coupler études et prise en charge. Après plusieurs séances de kiné, d'ergothérapie, il prépare le bac qu'il passe en fin d'année. Et après, pour mes études supérieures, soit en DUT, soit en BTS, je ne sais pas encore. Ça dépendra où je suis pris. On peut vivre malgré la maladie avec des adaptations, mais après, bon, ça va, quoi. Toujours souriant et philosophe, Loïc avance. Il peut compter sur le soutien indéfectible de sa mère, Viviane, qui a arrêté de travailler pour s'occuper de lui. Et si leur lien est très fort, le quotidien n'est pas toujours évident. La difficulté que je rencontre, moi, c'est de rester maman. Parce que, en tant qu'aidant familial, on est tout à la fois aide-soignante, puéricultrice, etc., etc., plein de choses, secrétaire, intendante, et de temps en temps, on essaye de rester maman et d'avoir des relations normales de maman à fils qui sont un petit peu compliquées de par la présence du handicap. Si Viviane sait que les recherches avancent, elle reste lucide. Le temps de la recherche et l'avancée de la maladie de son fils ne sont pas les mêmes. Stopper l'avancée de la maladie, ça serait génial pour lui. Pour lui, ça serait génial. Stopper là, tel qu'il est maintenant. Parce qu'il a encore un petit peu d'amplitude gestuelle. En plus de ses projets d'avenir, Loïc et sa mère projettent de partir 2 semaines en Floride au printemps 2017. Le voyage d'une vie que Viviane va tout faire pour concrétiser. Et je vous rappelle que le numéro de téléphone du Téléthon pour faire vos dons est le 36 37. C'est l'un des sites du Sud-Vendée où la magie de Noël s'installe chaque année en décembre, l'abbaye de Maezé. Ce week-end et le week-end prochain, le site se plonge dans une atmosphère orientale avec l'installation de tentes berbères. Des artisans et producteurs locaux sont présents sur ce marché de Noël. Il y aura également des concerts, des spectacles ou encore des promenades à dos d'âne. Et avec le succès que connaît cet événement, eh bien, les organisateurs ont dû innover pour cette édition 2015. Écoutez. Cette année, vraiment une nouveauté, les 2 samedis, le soir, nous allons ouvrir donc la foire de Noël jusqu'à 22h. Ce qui permettra d'abord de découvrir l'abbaye donc avec toutes ces lumières, tous ces jeux de lumière. Il y a un spectacle pyromusical qui est prévu. Et puis en ouvrant le samedi soir plus longtemps, on gérera mieux aussi donc les flux de visiteurs. Je rappelle que l'an dernier, les 2 week-ends avaient accueilli 27 000 visiteurs. Ce qui est considérable pour la commune de Maezé. Et parmi les autres rendez-vous du week-end, il y a aussi du sport avec tout d'abord les championnats du monde junior de tennis de table. Les demi-finales et finales des compétitions simples et doubles ont lieu ce dimanche. C'est à partir de 10h au Vent d'Espace. En basket, match de Ligue 2 féminine. Ce de samedi, à La Roche-sur-Yon rencontre Dunkerque à 20h. Ça se passe à la salle Omnisport. Ce samedi également, il y aura du hockey sur glace. Match de Division 1. Le Ogli rencontre Mulhouse à 18h30 à la patinoire Arago. Samedi encore en volleyball, les Herbiers ont pour adversaire Saint-Nazaire. Début de la rencontre 20h au stade de l'Amiral. Et puis enfin, ce samedi, compétition de surf en eau froide. Le col de Vendée Contest, ouvert aux cadets et juniors. Les épreuves comptent pour la Coupe de la Ligue. Rendez-vous sur le site de Tanchette au Sable d'Olonne à partir de 9h30. Nous sommes le 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe, la sainte patronne des sapeurs-pompiers. Et à cette occasion, nous allons partir à la rencontre d'un collectionneur d'objets liés aux soldats du feu. Il s'appelle Albert Giraud. Il habite le Sud-Vendée et voilà 60 ans qu'il chine des pièces rares, casques, clairons, avertisseurs d'incendie, uniformes de pompiers. Sa collection est impressionnante et recèle de vrais trésors. Reportage à Saint-Vincent-sur-Graon, Cyril Guillet. C'est ici, à la bergerie, qu'Albert Giraud vit sa passion pour les pompiers. Au fil des années, il a collecté, fabriqué, restauré des objets en lien avec le corps des sapeurs-pompiers. Et c'est tout simplement comme volontaire qu'il est entré chez les soldats du feu.
J'étais en Charente-Maritime en 1956 quand deux pompiers ont été rappelés à la guerre d'Algérie. Et il manquait du personnel et je me suis engagé chez eux. Et en 1958, pour aller en Algérie, je suis parti aux pompiers de Paris. Alors là, vous avez le téléphone rouge. Albert Giraud ne compte pas son temps pour remettre en état ses pièces. Véritable machine à remonter le temps à l'image de cet uniforme. C'est un pompier en tenue de 1885, pompier clairon. C'est lui qui avait en charge de prévenir la population d'un éventuel départ de feu. Depuis, le clairon a été remplacé par la sirène. Les véhicules aussi ont bien changé, car les premiers départs au feu se faisaient sur ce type de vélo ou de triporteur. Avec toutes les pièces de jonction pour faire fonctionner une lance de 35 mm avec un tuyau de 70 sur une bouche d'incendie ou une bouche d'arrosage. Albert est incollable sur ce type de matériel. Toujours à la recherche de la perle rare, il est très fier de cet avertisseur d'incendie qui trônait dans les rues parisiennes dans les années 50. On cassait le verre et on avait accès pour ouvrir la porte à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y avait un téléphone. On prenait le téléphone et on était en direct avec une caserne de pompiers. Voilà 60 ans qu'il collectionne ces objets, alors évidemment ça prend de la place. 5000 insignes du corps des pompiers, des centaines de véhicules miniatures et autant de casques et de casquettes réalisées de ses mains. Et au milieu de tout ça, ses costumes. De 58 à 63, pompier de Paris. Le casque pompier de Paris. Et en plus, c'est mon costume de mariée en 1961. Beaucoup de souvenirs viennent enrichir cette collection, mais Albert n'arrête jamais. Prochain défi, restaurer cette vieille pompe à bras longtemps oubliée et vouée sans doute à la destruction. Jetons maintenant un coup d'œil vers le ciel. Ce week-end, le soleil ne sera pas de la partie. Les nuages s'installent dès samedi et pourraient apporter la pluie pour dimanche. Le détail des prévisions, c'est dans un instant bien sûr avec Armel Pavageau. Quant à moi, je vous quitte sur les images de l'un des plus beaux marchés de Noël du Grand Ouest, celui de Tiffauges. La mise en lumière du site a été lancée ce jeudi. Le marché ouvre lui au public ce vendredi. Il dure 2 week-ends. L'occasion donc peut-être pour vous d'y faire une petite balade. Merci à tous de nous avoir suivis.